Madame, monsieur, vous pouvez sortir les vélos et les légumes bio. Ce matin, les bobos sont à l'honneur. À quoi ressemble le mode de vie d'un bourgeois bohème? Bobo, ça veut dire ça. À quoi ça ressemble ailleurs dans le monde? Sur quels critères est-on considéré bobo chez nos voisins, proches ou lointains? Comment sont-ils perçus au-delà de nos frontières? Dans quel pays ce phénomène est-il le plus présent? Autant de questions que nous allons nous poser, c'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants, figurez-vous. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour ce petit cours de sociologie contemporaine, nous avons fait appel à Amaury Guibert, notre correspondant à Berlin, Franck Genozo, qui se trouve actuellement au Caire, actualité oblige, mais qui nous parlera des bobos de Tel Aviv. Et puis Claude Deschênes, qu'on retrouvera à Montréal. Enfin, Loïc Delamandé, qui vous donne rendez-vous à Londres. Et tout de suite, on s'envole pour Berlin. Et on peut dire que la capitale allemande est souvent décrite comme la ville la plus branchée d'Europe. On a tort, on a raison. En tout cas, on le pense. Alors, c'est un paradis pour les bobos. Amaury, il paraît que le phénomène prend parfois des proportions étonnantes. Lesquelles? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. C'est vrai qu'on voit souvent des choses étonnantes avec les bobos qu'on appelle d'ailleurs ici plutôt hipsters. Et je vais d'ailleurs commencer en vous montrant une image, William. Ça s'est passé il y a quelques semaines dans le quartier de Neukölln à Berlin à l'occasion de l'inauguration d'un établissement. Alors là, typiquement bobo, c'était un restaurant de hamburgers vegan, c'est-à-dire végétalien. Eh bien, l'inauguration a eu tellement de succès, il y avait tellement de monde que la police a dû intervenir pour disperser la foule qui était massée dans la rue. Alors la presse locale a fait la une sur cette histoire. On en a beaucoup parlé ici parce que c'était un peu vu comme le dernier exemple en date d'une boboisation galopante de Berlin. Car c'est vrai qu'ici, les bobos, eh bien, ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils trouvent tout ce qu'ils aiment dans les quartiers populaires de la capitale allemande, une ambiance bohème et puis des restaurants, des bars, des boutiques branchées. Berlin est tendance, sauf que, eh bien, il y a de plus en plus de problèmes entre les Berlinois historiques et ces nouveaux habitants, ces bobos qui sont accusés de participer à l'augmentation du coût de la vie et à la perte d'un certain art de vivre, comme on va le voir dans ce reportage réalisé par Maël Joulin avec Céline Dupeux. Quand elle sort de chez elle, Katharina Schwanhäuser n'oublie pas son arrosoir. Devant l'immeuble, il y a un parterre de fleurs que se partagent les riverains. C'est pour ça que la rue est si belle, parce que les gens s'en occupent. Katharina adore son quartier. Son Kiez, comme on dit à Berlin, c'est celui de Prenzlauer Berg. Autrefois quartier populaire, aujourd'hui repère des bobos berlinois. Personne n'aurait pensé que ça deviendrait si chic et tellement cher par ici. Une nouvelle population qui aime les cafés branchés, les boutiques design, des célibataires et les familles qui ont souvent le même profil. Les gens que je connais par la crèche ou l'école font en grande majorité des métiers créatifs. Il y a des acteurs, des chanteurs, des architectes, des designers. Prenzlauer Berg se boboise à vitesse grand V et ce n'est pas le seul quartier de Berlin dans ce cas-là. À Kreuzberg aussi, la population change de visage. Tom, un étudiant venu de Hambourg, aimerait bien y poser ses bagages. Il enchaîne les visites et n'a pas de problème pour le loyer. C'est son père qui le prend en charge. La cuisine me plaît bien, très moderne, toute neuve. Ce serait bien de vous décider rapidement, car le quartier est très demandé. Un quartier très demandé et des prix qui ne cessent de grimper. Il y a 5 ans, par exemple, un appartement de cette taille, rénové, aurait coûté 600 € hors charge. Aujourd'hui, c'est 850 €. Beaucoup de Berlinois associent donc la boboisation avec l'explosion du coût de la vie. Wolfgang Farkas est un habitant historique de Kreuzberg. Il nous montre à quoi son quartier ressemblait jusqu'ici. Des immeubles à loyer modéré, des petits commerces qui ne payent pas de mine. Si ce genre d'endroit disparaissait, ce serait vraiment terrible. Car on a besoin de ces lieux simples et banals pour la vie de quartier. Et d'ailleurs, pas très loin de là, une épicerie turque a mis la clé sous la porte. Un promoteur a voulu rénover tout l'immeuble. Les riverains ont manifesté, en vain. L'histoire est devenue un symbole de l'embourgeoisement de Berlin. C'est ce mélange de gens simples, d'artistes, d'immigrés turcs qui a donné à ce quartier cette ambiance particulière. Et aujourd'hui, cette ambiance permet à certains de se faire de l'argent. Ils tirent profit de cette vie multiculturelle qui a été créée par les gens d'ici. C'est tout le paradoxe berlinois. Les bobos sont attirés par une ambiance qu'ils contribuent à faire disparaître quand ils s'installent dans ces quartiers.
Berlin a encore du chemin à parcourir pour trouver l'équilibre entre un visage historiquement populaire et le désir de devenir une capitale européenne branchée. C'est drôle. C'est curieux, effectivement, ce que vous venez de dire, Amaury. On le voit, la boboisation a des effets très concrets sur la ville. Est-ce qu'il y a des tensions entre ces habitants d'un nouveau genre et puis les habitants, je dirais, historiques? Ah oui, William, il y a des tensions et parfois les choses s'enveniment contre ces bobos, contre ces hipsters. Il y a 2 ans de ça, on a vu apparaître, notamment dans le quartier de Neukölln à Berlin, quartier très populaire, on a vu apparaître des graffitis sur les murs, des graffitis sans équivoque contre ces hipsters, leur demandant, leur disant, leur intimant même, très clairement, de dégager du quartier. Et c'est vrai que ce combat contre la boboisation, contre l'embourgeoisement de la ville, c'est devenu le nouveau cri de ralliement d'une scène alternative et d'extrême gauche qui est traditionnellement très active et très forte ici à Berlin. Mais il y a aussi tout un tas de Berlinois historiques et non politisés qui expriment de plus en plus leur ras-le-bol. Des gens qui sont installés dans ces quartiers depuis 20, 30, 40 ans, qui bénéficient de loyers modérés, qui voient la vie de quartier autour d'eux se transformer très vite et très radicalement. Leurs petits commerces qui disparaissent, leurs bistrots favoris qui mettent la clé sous la porte. Et pour eux, c'est un vrai déchirement car c'est leur vie quotidienne qui est transformée et ce, à vitesse grand V. Oui, mais alors comment vont faire les autorités berlinoises, si elles s'en mêlent bien sûr, pour lutter contre cette transformation ? Alors il y a une mesure phare qui est appliquée à Berlin mais aussi ailleurs dans l'Allemagne, c'est une loi fédérale qui est en application depuis 1 an et qui permet d'encadrer ou de modérer la hausse des loyers. Ça fait 1 an que c'est en application mais de l'avis général, cette mesure n'a pas donné d'effet probant, en tout cas pas encore. Mais la vraie question qu'il faut se poser, William, c'est de savoir si la ville de Berlin veut vraiment faire quelque chose contre cette boboisation, contre cet embourgeoisement. Parce que Berlin, c'est une ville pauvre, c'est une ville endettée et la municipalité pourrait aussi voir d'un bon œil l'arrivée de ces nouveaux habitants qui ont les moyens, qui vont dépenser de l'argent, qui vont payer leurs impôts et qui indirectement vont participer au renflouement des caisses de la ville. Donc malgré les protestations, malgré les crispations que cette boboisation peut provoquer, ce mouvement, ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter ici à Berlin. Oui, bien sûr, il va falloir peut-être que ces fameux hipsters dont vous parlez fassent un petit effort. Merci beaucoup. Amaury, à très bientôt, à Télématin en tout cas. Allez, le voyage continue. Tout de suite, on retrouve Franck Genozo qui se trouve actuellement au Caire en raison de l'actualité, bien sûr. Mais c'est bien des bobos du Proche-Orient, figurez-vous, dont il est question ce matin dans Télématin. Franck, vous nous emmenez dans la ville la plus branchée d'Israël, j'ai nommé Tel Aviv. C'est difficile à croire qu'il y ait des bobos au Proche-Orient. Disons que, en tout cas, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense Proche-Orient. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Proche-Orient, on pense plus souvent aux conflits ou aux guerres qui gangrènent la région depuis maintenant des décennies et des décennies. Et pourtant, il y a bien ici aussi des enclaves bobos. On pourrait parler de certains quartiers de Beyrouth, la capitale libanaise. Et puis il y a évidemment Tel Aviv, la grande ville israélienne où nous avons posé notre caméra pendant quelques jours. Là-bas, on parle volontiers de nourriture biologique, de nourriture végétarienne, on fait du vélo électrique et vous allez voir que cette grande ville, près de 3 millions d'habitants, est également tournée vers la mer dans ce reportage tourné avec Anthony Lesme et Jonah Messina. Avec sa silhouette qui rappelle celle de Miami, elle revendique le titre de ville la plus branchée du bassin méditerranéen. 14 km de plage, Tel Aviv est tournée vers la mer. Vénérée par les surfeurs qui, au pied des tours de béton, viennent dompter les vagues, comme Arthur Rajkovan qui surfe ici chaque jour dès que les rouleaux sont à la hauteur de ses espérances. C'est cool. Franchement, ça fait du bien d'être dans l'eau. Les vagues ne sont pas idéales, mais c'est toujours bon. Sur la promenade qui borde le sable, on se bouscule, à vélo ou en Segway, ces drôles d'engins à 2 roues très prisés ici. Voilà à quoi ressemble Tel Aviv. Une ambiance très zen, loin de l'image tempétueuse qui colle à la région. Il y a 2 Tel Aviv, celle inquiétante qu'on voit parfois aux infos et celle du quotidien. Les gens qui font leur jogging sur la plage ou qui promènent leurs chiens, les surfeurs. Un jour de plus à Tel Aviv, très paisible. Paisible et gourmande, car parmi les péchés mignons de Tel Aviv, il y a les bonnes tables. Et particulièrement ce qu'on appelle la street food, ces petits comptoirs resto où les sandwichs sont vite fait bien faits
comme chez Miss Non, littéralement la cantine. Yuval, t'as vu les ratatouilles? Ici, les traditionnels pitas prennent un coup de jeûne. Là, je prépare lima, c'est des haricots blancs. De la nourriture sur le pouce, mais avec un soin digne des meilleurs restaurants, entre les mains de cette chef franco-israélienne. Et c'est pas de la street food qu'on connaît, c'est pas McDo, c'est pas de la street food normale. C'est des produits ultra frais, tout est fait sur place, tout le temps. Puis il y a de la musique, il y a de l'ambiance, quoi, c'est sympa. De petits plats branchés, devenus la signature de toute une ville. Vous prenez un petit truc ici, puis vous changez d'endroit pour essayer un autre plat. Et vous pouvez faire comme ça à l'infini. Et en fin de soirée, vous êtes fauché. Portée sur les produits bio, volontiers végétarienne, la ville s'est boboisée. Et les Français n'y sont pas pour rien, venus en grand nombre s'installer ici. Avec ses terrasses ombragées, ses menus et ses annonces en français, le quartier de Neve Tzedek est surnommé le Petit Paris. Et s'il peut revendiquer une ambassadrice, c'est elle, Virginie Khalifa. T'as pas l'impression d'être à Paris, franchement? Ouais, grave. Il y a que des Français ici. Que des Français, mais on a la plage avec nous, c'est encore mieux que Paris, c'est le top. La virevoltante animatrice télé est ici chez elle. Tu retrouves ces petits cafés parisiens, on a l'impression d'être à Saint-Germain avec ces gens en terrasse. Enfin, Saint-Germain quand il fait beau. Et d'ailleurs, c'est marqué en français. Si tu regardes de plus près, bistrot café. On y trouve aussi tous les produits du terroir tricolore. Bonjour. Bon, bah c'est bien, je trouve quelqu'un qui parle français. Alors, je voyais épicerie fine, justement, sur la devanture. Qu'est-ce que je peux trouver de fin et de sympa ici? Alors, vous pouvez trouver tout ce que vous trouvez à Paris. C'est-à-dire nous avons plein de sortes de fromages. Ouais. Nous avons du vin, de la baguette française. Et les petites habitudes de mode, made in France. Je suis plus française comme ça. Tu vois, t'as des petites pochettes, des petits sacs. Tu peux même t'habiller comme une vraie Parisienne, avec ta petite robe classe et tout. Et si la ville a ce besoin de légèreté, dit-elle, c'est en raison d'un contexte parfois très lourd. Les gens ont une approche complètement différente de la vie ici. Tu as envie de profiter de chaque instant et même si tu ne gagnes pas le salaire que tu aurais pu gagner en France, eh bien, tu vas te faire plaisir en achetant des vêtements, en allant dans de beaux restaurants. Les gens ne comptent pas vraiment. Ils font attention, mais ils ne comptent pas vraiment. Quand il s'agit de profiter et de se faire plaisir, ils y vont. De Tel Aviv, les habitants disent souvent que c'est une bulle d'insouciance, loin des tourments qui empoisonnent la région. Alors, autre problème, Franck, qui concerne notre sujet du jour, c'est que, comme souvent dans d'autres capitales, les quartiers qui se boboisent sont très prisés, donc, et du coup, les prix s'envolent. Eh bien, comme dans tous les quartiers bobos dans le monde, les prix ont très fortement augmenté. On va prendre l'exemple de l'immobilier et notamment ce quartier de Neve Tzedek, le Petit Paris que vous avez vu dans ce reportage. Eh bien là-bas, les prix des loyers, par exemple, ont été multipliés par 3 en 8 ans. Il faut compter, par exemple, pas loin de 2 000 € pour un 70 mètres carrés. Des prix parisiens, me direz-vous, eh bien sachez que certains Israéliens sont d'accord avec ça. Ils accusent les Français, les immigrés français d'avoir amené non seulement la baguette, le fromage et le vin, mais aussi les prix pratiqués dans certains des plus beaux quartiers de la capitale française. Merci beaucoup, Franck, et on vous retrouve tout à l'heure dans les éditions du JT. Donc, à très bientôt. Petite pause chez nous. À présent, avec notre spécialiste du web, vous allez voir que les bourgeois bohèmes, les bobos, sont extrêmement connectés. Alors, Julia, le b.a.-ba du bobo sur le net, ça donne quoi? C'est quelle sorte d'internaute? Alors, c'est un internaute très connecté. On pourrait les appeler les bourgeois high-tech. Les définitions concernant les bobos sont assez aléatoires. En tout cas, ce qui revient systématiquement, elles se retrouvent toujours sur un point. Le bobo, c'est un geek écolo. Contrairement à une grande partie de la population, le bobo n'a aucun préjugé sur l'outil web, sur Internet. Il l'utilise énormément. Et énormément pourquoi? Pour cultiver sa bobo-attitude. C'est-à-dire qu'en gros, comme il est exigeant, comme il est un peu marginal, en tout cas au départ, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il cultive, tout ce qu'il recherche, il va le trouver sur des réseaux alternatifs de consommation, donc sur Internet. Alors,
Au départ, ça fait un petit peu cliché, mais il faut savoir que concernant par exemple son alimentation, eh bien, c'est sur Internet qu'il va le trouver. Les AMAC, vous savez, ces sites d'agriculture raisonnée qui vous fait des petits paniers. Les petits producteurs, c'est aussi sur Internet que ça va démarrer. En termes de loisirs, de sorties, d'éducation, eh bien, c'est les jardins partagés, c'est des réseaux qui sont sur Internet. Il va faire de la récup sur des sites spécialisés. Il va faire de la brocante, des vides-greniers, des choses comme ça. Et ils sont aussi les premiers à faire du participatif, donc du covoiturage, des échanges de maisons. Donc ce sont les premiers à utiliser les sites comme Airbnb. On va aussi échanger son canapé ou juste une chambre dans la maison. Tout ça, au départ, c'est réservé aux bobos. Ça a été marginalisé au départ. Et puis aujourd'hui, évidemment, comme on sait, ça s'est énormément développé. Et même en termes de santé, tout ce qui est yoga, médecine douce, méditation, huiles essentielles, était au départ très ciblé pour les bobos. Oui, bien sûr. Et sinon, est-ce qu'il y a des sites en particulier dont ils raffolent les bobos? Oui, beaucoup, effectivement. Libération a sorti un article en 2000 et il décrit le bobo comme quelqu'un qui a une passion pour les légumes bio, mais aussi pour les gadgets technologiques. Un bohémien qui va avoir les têtes, un bohémien chic qui va avoir la tête dans le cyberespace et les pieds dans la terre. Ben, c'est exactement ça. Vous avez deux sites, dont ces deux-là, lesbobosconnectés.fr et Quand les bobos voient double, uniquement réservé aux bobos, uniquement pour cultiver sa bobo-attitude, pour des bobos, par des bobos, tout ça sur le web. Merci. Allez, tout de suite, on fait escale au Canada. Ben oui, il y a des bobos partout. On part à la découverte des bobos québécois. À Montréal, les bourgeois bohèmes se sont installés dans différents quartiers, mais il y en a un en particulier qui sort du lot. C'est le plateau Mont-Royal. Et là-bas, c'est un concentré de tout ce que les bobos aiment. Tout y est là-bas, hein, Claude? Bonjour. Et oui, William, situé au cœur de l'île de Montréal, le plateau a tous les attributs du quartier Bobo. Avec ses 100 000 habitants sur 8 km², c'est l'arrondissement le plus dense de Montréal. Le plus jeune aussi. L'âge médian est de 34 ans. Un résident sur deux a un diplôme universitaire. 1 sur 7 travaille dans le domaine de la culture, des loisirs et des sports. En prime, les immigrants français représentent près de 8% de sa population. Luc Ferrandez, défenseur de l'environnement et croisé d'urbanisme, en est le maire depuis 7 ans. D'abord, il faut dire que le quartier, avant même d'être générateur de tendance, il était une sorte de générateur d'authenticité avec la population qui était ici. Ça créait une vie à nul autre pareil, qui a donné une partie de l'histoire de Montréal. Alléchés par cette architecture typique de Montréal, les bobos ont afflué dans le quartier, une colonisation qui a fait son œuvre, selon ce professeur de philosophie. En 30-40 ans, c'est devenu un quartier où maintenant, par exemple, les jeunes familles de la classe moyenne, véritablement moyenne, ont plus la possibilité de s'installer sur le plateau Mont-Royal. Je pense que c'est trop cher. C'est vraiment un royaume des bobos aujourd'hui. Oui, les bobos ont tendance à cannibaliser les lieux qu'ils apprécient, c'est-à-dire que par leur présence même, ils créent une spéculation immobilière qui fait que l'intérêt même de la vie qui les avait attirés finit par disparaître parce que ça prend de la mixité sociale. Le problème de toute quête d'authenticité, c'est plus on veut être authentique, se démarquer de la société majoritaire, plus aussi les comportements qui sont vus comme étant alternatifs deviennent la norme, deviennent standards. Tous les plus grands sommeliers vont vous le dire, un des grands plaisirs du vin, c'est de dénigrer ceux qui connaissent pas ça. Dans la série Les Bobos, produite par la maison de production Zone 3, le comédien Marc Labrèche et l'auteur Marc Brunet se sont amusés à exploiter la tension qui existe dans le fait d'être à la fois bourgeois et bohème. Bonjour! Mon Dieu, quelle belle journée pour déposer une bouteille de la Grande Rue 2006 dans notre bac à recyclage. C'est cette bouteille-ci là que je vais déposer. On l'a vu sans raison spéciale. On est de même, nous autres. Le préjugé vient du fait que être toujours en recherche de ce qui est nouveau, veut pas, on vit un peu en superficialité. Et c'est ce qu'on dénonce un peu dans l'émission qu'on faisait, dans Les Bobos, cette espèce de regard superficiel sur la vie en général, parce qu'on a peur de manquer quelque chose, alors on fait rien en profondeur. C'est à la page 126 du Guide des vins, ici, oui. Regardez, le vin le plus achevé, le plus racé, le plus savoureux. Ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que les gens ne se reconnaissaient pas du tout. Là, vos amis!
Et c'est fascinant. Habituellement, c'est une étiquette qui est négative, donc personne ne va se dire bobo, mais je pense qu'un très grand nombre d'entre nous, au fond, on est exactement à la frontière entre ces logiques plus marchandes, plus société de consommation, et tout en voulant soutenir des valeurs plus progressistes ou plus contre-culturelles. Ça existe? Ben oui, ça court les rues, là, ça court les cafés. D'ailleurs, des gens qui font des revendications sociales à pu finir, mais qui habitent dans un logement de 3000 pieds carrés. On a tout ça, là. C'est une partie de la faune du plateau Mont-Royal, que moi, j'aime beaucoup. William, il n'y a pas que des bobos dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, il y a aussi des hipsters. Ils sont principalement situés dans le district du Myland. Le Myland, c'est l'endroit où il y a la plus grande densité d'artistes au Canada, ce qui en a fait le quartier le plus cool de la planète, selon le site américain How I Travel. La brèche. Merci beaucoup, Claude. Alors là, vous avez vu dans le reportage de Claude, deux stars québécoises, Anne Dorval et Monsieur Labrèche. Je vous signale qu'Anne Dorval, c'est elle qui était dans Mommy, le film du jeune Dolan. L'équivalent en France, ça serait, imaginez Léa Seydoux et Jean Dujardin qui fassent des petits sketchs à la télé comme ça. Inimaginable. Retour dans l'Hexagone à présent avec Anissa Arfaoui. On va s'intéresser à nos bourgeois bohèmes, à nous les nôtres. Après tout, est-ce qu'on sait tout de... Je suis pas sûr. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un bobo fabriqué en France? Alors, le bobo made in France est né il y a une quinzaine d'années et très clairement, depuis, l'expression n'a jamais cessé d'être à la mode. Alors, pour la définition, aujourd'hui, et si on s'en tient à tout ce qui se raconte, vous allez voir que c'est assez caricatural. Le bobo serait un bourgeois idéaliste appréciant de vivre dans les quartiers populaires. Le bobo aime la culture en général, il aime les espaces verts, il aime le vélo, il aime le commerce équitable, il se nourrit quasi exclusivement de produits issus de l'agriculture biologique, il travaillerait dans des métiers liés à la culture, le bobo porterait des vêtements de marque très très chers, mais pas bling bling. En bref, le bobo serait un riche qui jouerait aux pauvres pour certains, un pauvre qui jouerait aux riches pour d'autres. Il est sifflé par ses concitoyens, il est moqué par les politiques. En une phrase, le bobo, dans notre société, est l'homme à abattre. Alors pourquoi on a choisi ce terme de bobo? Alors, bobo est une expression à la base qui désigne une catégorie sociale américaine. Et c'était la contraction de bourgeois bohème, comme on vient de le dire d'ailleurs dans le sujet canadien. Cette expression, c'est un journaliste qui l'a inventée, un journaliste qui s'appelle David Brooks. C'est un éditorialiste américain qui travaillait au New York Times. Et en 2000, il a écrit un livre qui s'appelait Bobo in Paradise, Bobo au paradis. Et dans ce livre, il décortiquait l'apparition de cette nouvelle classe sociale américaine, une classe intellectuelle et artistique. Et il en est ressorti qu'en fait, c'était une catégorie sociale issue idéologiquement du mouvement, du contre-courant américain des années 60, en gros les hippies, pour vous la faire simple. Les enfants du hippie. Exactement. Et économiquement, ils étaient issus du libéralisme des années 80, en gros de bons capitalistes. Le succès du livre est énorme et très rapidement en France, quasi immédiatement en fait, la presse reprend l'expression, le livre et la sauce a pris. C'est des hippies qui auraient fréquenté Wall Street, quoi. Et c'est précisément ça, exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'en France, on les aime pas trop, ces bobos-là? Alors, effectivement, le mot souffre d'une connotation très péjorative en France. Maintenant, il faut savoir qu'entre la naissance de ce terme et aujourd'hui, le mot s'est extrêmement popularisé. Au point, d'ailleurs, dans la définition, d'englober tout et n'importe quoi. Après, quand on gratte un petit peu, à regarder de plus près, ce qu'on reproche le plus, que les détracteurs des bobos leur reprochent le plus, c'est la question des finances. Et là, il y a une raison. La raison, c'est la gentrification. La gentrification, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène par lequel des gens issus de classes sociales plutôt aisées vont aller s'installer dans des quartiers abritant normalement des gens aux finances beaucoup moins faciles à vivre. C'est là que se trouve le nerf de la guerre. Ce qu'on reproche aux bobos, c'est d'avoir pris d'assaut des quartiers abritant des gens aux finances plutôt défavorisées et du coup d'avoir fait monter en flèche le prix de l'immobilier en les rendant tendance, comme on dit, et du coup, et d'avoir mis dehors les gens qui avaient tendance à y habiter. On a vu ça à Berlin. Exactement, c'est la même chose pour nous. Ah, d'accord. Alors, on leur reproche, en clair, si vous voulez, d'habiter dans des appartements ou des maisons en dessous de leurs moyens. C'est ça. Alors, c'est précisément ce qu'on leur reproche. Et maintenant, la vraie question, du coup, est de savoir ces finances qu'on prête aux bobos. Est-ce que ce sont des moyens financiers réels ou est-ce qu'ils sont fantasmés? Et là, vous allez voir que quand on regarde toutes les enquêtes qui ont été réalisées sur le sujet, et elles sont nombreuses, elles cassent un petit peu le mythe. Si on prend la dernière en date, elle a été réalisée en février 2015 par une sociologue qui s'appelle Madame Anaïs Collet, et il ressort de ces enquêtes sur le terrain, je cite, « Dans la vie des bobos, l'imprévisibilité règne et les revenus sont irréguliers et plutôt moyens.
Les chiffres, c'est simple. Pour le plus bas salaire, 530 € pour une personne vivant seule. Et le maximum, c'était 5 500 € pour couple avec enfant. Maintenant, ça, c'est les extrêmes. La configuration moyenne, c'est de 3 000 € par couple. Avec enfant, ça veut dire 1 500 € par tête. Je vous rappelle que le salaire moyen en France, c'est 1 555 €. Du coup, non, on ne peut pas parler, on casse un mythe, d'une catégorie sociale aisée. Ils sont dans la moyenne financière française. Oui. Ah, oui. Donc, le mythe est cassé. Il défausse. Il défausse préjugés, définition très large. Alors pour conclure, vous venez de dire qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes et de livres sur ce phénomène, et d'articles réguliers dans la presse magazine notamment. Alors moralité, c'est un sujet qui est tendance. Est-ce que c'est une sorte de mode et comme toutes les modes, ça va disparaître lentement? Clairement, oui. C'est une mode qui a 15 ans aujourd'hui, mais c'est une mode qui continue de vivre. Aujourd'hui, un média qui va consacrer sa une aux bobos est un média qui va vendre. Et un politique qui aujourd'hui encore continue de s'attaquer aux bobos dans un discours est un politique qui va se faire applaudir. Maintenant, on ne peut pas prendre de très gros risques si on s'aventure à dire que c'est une mode qui va passer. Parce que quand on gratte encore un petit peu, le mot bobo a peut-être pris le relais d'une autre expression qui existait il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était la gauche caviar. Qui finalement, dans la définition, regroupait quasiment la même population. La gauche caviar a laissé la place à bobo. Maintenant, d'ici quelques années, il est très possible que bobo laisse la place à une autre expression qui cristallisera quelques colères des mêmes détracteurs finalement. Oui, c'est ça. Ça sera la même population, à peu près, même cousin, mais le tout, ça sera trouvé une autre formule. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour la fin du voyage, on file à Londres, retrouver Loïc Delamornay, notre correspondant permanent, et plus précisément dans le quartier très branché de Shoreditch. Alors, Loïc, si on a bien compris le système, c'est ici que bat le cœur bobo de la grande capitale, mais évidemment, attention, chez vous, on distingue plusieurs types de bobos. Décidément, les Anglais, vous ne pouvez rien faire comme tout le monde. Alors, il va falloir nous éclairer, Loïc. Bonjour. Bonjour William, ici à Londres c'est un petit peu la jungle des bobos, c'est la plus grande ville du monde occidental. Londres, 8,6 millions d'habitants devant New York avec entre guillemets seulement 8,5. Donc c'est un petit peu comme l'Amazonie des bobos, on se penche et derrière chaque arbre ou chaque building il y a une espèce différente, une espèce nouvelle de bobos. Alors il y a les hipsters dont on a parlé, il y a les chaps, il y a les dandys victoriens. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que Londres, on le sait d'abord, est un petit peu la chambre de décompression des modes américaines. Vous en avez parlé d'ailleurs, le terme de hipster est un terme américain à l'origine qui désignait donc des fans de jazz et aujourd'hui qui désigne ces bobos. Donc ici toutes les modes américaines arrivent et puis ensuite sont réimportées en Europe continentale. Et puis tout ça s'ajoute à la culture britannique, la culture excentrique, souvent très créative, très inventive, et ça donne ce mélange assez explosif, assez sympathique ma foi, de toute cette culture bobo ici à Londres. Alors effectivement la petite différence peut-être c'est que on va dire les bobos britanniques sont peut-être un petit peu moins politisés que ceux qu'on a pu voir en Allemagne ou qu'on a pu voir en France. À la limite ce serait peut-être plutôt les punks ici qui seraient plus politisés et plus à gauche. Mais en tout cas, il y a un quartier ici qui, il y a quelques années, a explosé justement dans cette mode bobo. C'est le quartier dans l'est de Londres de Shoreditch. Et c'est là où on va vous emmener notamment dans ce reportage avec Maya Boyer et Charlotte Offroy-Barrier. Frileux de la pilosité, s'abstenir. Adepte du costume de bureau, passez votre chemin. Idem pour les coincés, les trop propres, les conformistes, bref pour les bourgeois. Ici, nous sommes non seulement à Londres, mais plus exactement à Shoreditch, autant dire à la pointe absolue de la branchitude, pour certains en tout cas. Dans ce quartier de l'Est de Londres, on déambule au milieu des œuvres de street art. Les magasins, originaux forcément, sont aménagés dans d'anciens containers de transport. Et l'on vient manger, toujours sur le pouce, dans l'une des innombrables échoppes de World Food de Brick Lane, qui offre toutes les cuisines du monde. Pour se fondre dans le quartier et ne surtout pas passer pour un touriste, il faut cultiver son look de hipster. Un hipster, c'est quelqu'un qui est à la pointe des tendances. Par exemple, qui prend un look qui n'est pas très courant et le rend cool. Oui, c'est quelqu'un qui ressort des vieux trucs des placards des parents. En fait, les hipsters, c'est un peu des branleurs aussi. Un hipster, il a souvent une grosse barbe, il porte des vêtements sans marque. Avant, les hipsters étaient un peu uniques. Aujourd'hui, c'est plus répandu. La barbe, justement, c'est ici qu'elle est taillée. Les bobos ont redonné toutes ces lettres de noblesse aux barbiers du XXIe siècle.
J'en taille des dizaines tous les jours. Les hipsters ont normalement une barbe longue, très fournie. Mais c'est marrant à faire. J'aime bien. Et quand on est hype, branché dans le jargon de l'East London, on roule à vélo ou on mange bio. Cet étrange café fait les deux, atelier de réparation et resto pour une clientèle dans le vent. Ici, on a un bon mix de clients, des architectes, des web designers et londoniens de l'Est typiques. Pas mal d'étudiants aussi. Mais à Londres, capitale millénaire qui fut le siège de l'Empire britannique, il n'y a pas que des hipsters. Il y a aussi des bobos inclassables de toutes les époques. Des bobos victoriens, par exemple, qui revivent au temps des grands explorateurs dans ce bar-cabinet de curiosité façon Livingstone. On peut boire. Et en plus, on peut manger les scorpions. Délicieux. On observe aussi une autre race de bobos typiquement britanniques, les chaps. Ce mouvement prône littéralement la révolution par le tweed et aime revenir aux bonnes manières et à la classe d'antan. Le week-end dernier, ils ont organisé leur traditionnel tweed run, une course à vélo. Kawaii et cycliste en lycra interdit. Le tweed est une matière extraordinaire, très résistante, parfaite pour le temps britannique. C'est un très bon tissu aussi pour faire du vélo. Le mouvement Chap possède sa propre chaîne de télévision sur Internet et organise de vraies manifestations de contestation, toujours courtoises au demeurant, comme ce jour-là contre une marque de prêt-à-porter américaine qui s'installait à Savile Row, le quartier historique des tailleurs londoniens. Et ceux qui veulent devenir un vrai chap devront affronter les épreuves de leurs Olympiades, des jeux absurdes et de l'humour tout british, où en toutes circonstances il faudra être ridicule, mais avec panache. Oui, enfin, ridicule, pas du tout. Retour aux traditions, aux vraies valeurs, monsieur Delamordé, s'il vous plaît. Alors, c'est assez amusant, d'ailleurs, ces Olympiades chaps, old chap. Est-ce que c'est régulier, ça, à Londres? Est-ce que vous y avez participé? Je ne sais pas. Alors bien sûr, William, en tant que résident de Sa Majesté britannique, on a été obligé d'y participer l'an dernier. Ça a lieu chaque été, d'ailleurs au bout de cette rue, dans une petite place de Londres qui s'appelle Bedford Square. Et effectivement, ce sont des Olympiades, alors façon Jeux Olympiques, mais de ce milieu bobo chap, un chap qui veut dire un peu vieux compagnon dans un langage très châtié britannique et anglais. Et effectivement, c'est très amusant. Il y a des épreuves complètement délirantes, à l'humour complètement absurde anglais. La meilleure d'entre elles, je vous le dis tout de suite, William, c'est le concours d'évitement de vieilles tantes collantes au cours d'un mariage. Alors vous avez des vieilles tantes supposées qui jouent le rôle de la tante collante à un mariage, et puis il faut réussir à passer entre elles. Elles essayent de vous mettre le grappin dessus, et voilà. Et ceux qui arriveront à les éviter avec le plus de classe et de panache, eh bien, sont déclarés gagnants. Dernière question. Cette boboisation là de Londres, est-ce que ça se passe sans problème? Ou est-ce que c'est un peu comme à Berlin ou à Tel Aviv, on l'a vu précédemment, ça génère certaines tensions. Je pense notamment au prix de l'immobilier. Ah, vous avez raison, William, de parler des prix de l'immobilier, car on le sait, Londres est vraiment une ville extrêmement chère, souvent réputée pour être la capitale la plus chère du monde. Ici, juste pour vous donner une idée, un petit 2 pièces coûte au bas mot au moins 2000 € par mois. Et effectivement, on assiste au même phénomène de tension que ceux qu'on a vus à Berlin notamment, ou dont vous venez de parler à Paris, dans le quartier de Shoreditch, où on a été tourné le reportage que vous venez de voir. Il y a quelques mois, on avait été tourné dans un bar à céréales. Alors, vous aviez juste à acheter un petit bol de céréales, ça coûtait déjà 6 ou 7 €. Et bien quelques mois plus tard, ce bar à céréales a carrément été attaqué et brûlé en partie par des manifestants extrêmement mécontents de voir, comme partout ailleurs, que justement ces magasins bobos, ces petits cafés branchés faisaient tellement monter le prix du quartier que l'Est de Londres, qui jusqu'ici était à peu près abordable vu le reste des prix de la ville, eh bien commence à devenir aussi cher que l'hypercentre de Londres, et encore une fois un des endroits les plus chers de la planète. Donc il y a le même phénomène de tension, parfois très violent. Oui. Donc voilà, merci beaucoup Loïc, bon week-end et à très bientôt, par exemple la semaine prochaine ici à Télématin. Au revoir.
Madame, Monsieur, notre voyage au pays des bobos touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur ce phénomène aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, autre thème, on s'intéressera à l'adoption. Alors, quels sont les pays les plus concernés? Comment se déroule une adoption au-delà de nos frontières? Les adoptants, les adoptés, simple formalité ou le parcours du combattant, que l'on a souvent décrit? Alors, bref, qui sont les adoptants? Qui sont les adoptés? Pour savoir, direction l'Inde, l'Espagne, l'Angleterre, puis les États-Unis.